président de la transition en Guinée, le chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, a pris part aujourd'hui à la cérémonie d'investiture de son homologue Mamadi Doumbia. Cet chef d'État africain était au rendez-vous. Pour le président de la transition, sa présence à Conakry était un devoir. C'est là eu égard aux relations séculaires qui unissent nos deux pays. Le 20 janvier, la fête de l'armée est à nos portes. L'exercice de simulation du défilé à l'occasion de la célébration bat son plein. Le ministre de la Sécurité représentant son collègue de la Défense, présent sur les lieux, s'assurait pendant près de 2 heures du dispositif mis en place pour le passage des différents corps militaires. La chaîne 2 s'éclate, deuxième édition, c'était en commune 1 du district de Bamako. Sur une initiative du club des amis de la chaîne 2, la radio de proximité accueille le nouvel an avec ses auditeurs à travers les communes du district, occasion de dévoiler ses perspectives et d'être en communion avec le public à travers ses émissions phares animées hors studio par ses animateurs vedettes. Oumarou Togo, le maire de la commune, a présidé la cérémonie. Nous aurons le compte-rendu de Aliou Abdoulaye Touré. Merci de nous suivre. Bonsoir à tous. Le président de la transition était en Guinée. Le chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, prenait part aujourd'hui à la cérémonie d'investiture de son homologue Mamadi Doumbia. Cet chef d'État africain était au rendez-vous. Le général d'armée vient justement de regagner Bamako. Les images de son arrivée, ça sera au cours de cette édition. La cérémonie d'investiture du président Mamadi Doumbia a réuni auprès du peuple de Guinée de nombreuses délégations étrangères. Je viens de le dire, chef d'État africain était au rendez-vous. Parmi eux, le président de la transition, le chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, le président de la République de Guinée, qui a prêté serment devant la Cour suprême pour un mandat de 7 ans, appelle ses compatriotes à l'union et s'engage à relever les défis du moment. Nos envoyés spéciaux sont Yaya Konaté et Tchédje Kamara à retrouver donc leur reportage en principe au cours de cette édition. Pour le président de la transition, sa présence à Conakry était un devoir. C'est là eu égard aux relations séculaires qui unissent nos deux pays, mais aussi à cause du soutien de la Guinée à notre pays pendant la période difficile des sanctions de la CEDEAO. Je vous propose d'écouter le général d'armée Assimi Goïta au micro de nos envoyés spéciaux à Conakry. Tout d'abord, je voudrais remercier et saluer et surtout féliciter le président Doumbia pour son élection à la tête de la République de Guinée. Aussi saluer les liens de fraternité et de coopération qui unissent nos deux États. La Guinée et le Mali sont liés non seulement par l'histoire, depuis le temps du fait président Sékou Ahmed Touré et le président Modibo Keïta. Nos deux pays partagent des relations de bon voisinage. Aussi, nous sommes liés par la culture et surtout par la géographie. Et nous avons coutume de dire que la Guinée et le Mali, c'est deux poumons dans le même corps. Donc, cela dit, je voudrais surtout remercier, et saluer et féliciter le peuple guinéen pour son soutien constant au peuple malien. Nous rappelons quand il y a eu les sanctions illégitimes, illégales, inhumaines de la CEDEAO, la Guinée a été l'un des pays non seulement à faire un communiqué officiel pour dénoncer ces sanctions, aussi soutenir ouvertement le peuple malien dans ces moments difficiles. Donc c'est un devoir pour moi de venir participer à l'investiture du président Doumbia, aussi de remercier et de saluer le peuple guinéen. Monsieur le Président, on a vu quand même une communauté malienne aussi très enthousiaste à votre accueil. Qu'est-ce que vous avez pensé, ressenti à partir de là? Donc, je voudrais surtout saluer la population malienne qui réside en Guinée. Et surtout, je les ai rencontrés, on m'a fait part des relations de bon voisinage, des relations de fraternité. Mais surtout aussi, je voudrais les saluer pour leur résilience. Comme vous le savez, notre pays passe un moment difficile. La crise sécuritaire, la lutte contre les groupes armés terroristes, et aussi certaines difficultés liées à la vie sociale. Donc ces Maliens qui sont en Guinée continuent de soutenir les auteurs de la transition. Donc c'est là, je voudrais vraiment les saluer, les remercier et surtout les exhorter à continuer à renforcer les liens de coopération, les liens de fraternité
avec nos frères guinéens. Et je voudrais aussi profiter une fois de plus, les demander encore d'expliquer davantage la vision que nous avons prônée, la vision Malikourani Tassra, Kabe Samba Flani, Biron Sabama, qui nous donne une nouvelle vision pour le développement et surtout la sécurisation de notre pays. Et il y a 11 projets structurants qui ont été développés. Et dans les mois, dans les années à venir, ces projets seront mis en œuvre pour développer notre pays, aussi participer à l'épanouissement de nos populations. Et dès son arrivée à Conakry, le président de la transition, vous l'avez entendu, s'est entretenu avec les représentants des Maliens établis en Guinée, des Maliens qui se sentent chez eux en Guinée et qui ont réaffirmé au chef de l'État leur soutien à la transition. Mohamed Sidibé, le président du Haut Conseil des Maliens de Guinée, à sa sortie d'audience, est au micro de nos envoyés spéciaux à Conakry. Nous avons eu le plaisir d'être reçus par le président de la transition, à qui nous avons exprimé nos vifs remerciements pour avoir effectué ce déplacement qui, de notre point de vue, était nécessaire. C'est là pour lui exprimer de vive voix que son arrivée en Guinée nous va droit au cœur, parce que nous sommes pour le renforcement des liens sacrés, des liens historiques entre le Mali et la Guinée. Nous avons exprimé aussi au président de la transition que nous vivons en parfaite harmonie avec non seulement la mission diplomatique, mais aussi avec les autorités, les plus hautes autorités de la Guinée. La communauté malienne en Guinée a réaffirmé leur engagement à soutenir, à accompagner et jusqu'au bout les efforts du président de la transition. Et en retour, le président de la transition nous a rassurés de son soutien permanent à l'endroit des Maliens établis à l'extérieur, qui a été aussi un grand ouf de soulagement pour nous. Est-ce que vous avez des préoccupations particulières qui ont été abordées au cours de cette rencontre, vous, Maliens résidant ici? Depuis l'accord d'établissement signé entre le Mali et la Guinée, un Malien établi en Guinée est considéré comme un Guinéen et vice-versa. C'est pourquoi les Maliens de Guinée n'ont pas de problème avec l'administration. Et la mission diplomatique aussi qui est là, est adoptée à notre fonctionnement. Et vraiment, nous n'avons pas de revendications particulières que nous avions posées au président de la République. Vous avez parlé de ces liens séculaires qui unissent le Mali et la Guinée. Alors, comment est-ce que vous voyez leur évolution à la date d'aujourd'hui? Vous savez, nous avons l'habitude de le dire, le Mali et la Guinée ont des liens historiques. Ils ont un combat commun et ils ont un avenir à préparer ensemble, pour plusieurs raisons. D'abord, le port de Conakry est le port le plus proche de la Guinée. Et des infrastructures communes ont été installées et en Guinée et au Mali entre les deux pays. C'est-à-dire qui donne un sens à la citation qui dit que le Mali et la Guinée sont deux poumons dans le même corps. C'est pourquoi nous avons dit au président que nous n'avons aucun problème ici en Guinée et que notre souhait seulement c'est de le voir de temps en temps parce qu'il incarne une fierté pour le Mali et pour tous les Maliens. Voilà, c'était là Mohamed Sidibé, le président du Haut Conseil des Maliens de Guinée. Je vous rappelle que le général d'armée Assimi Goïta, le président de la transition, a regagné Bamako. Les images de son arrivée au cours de cette édition. Cérémonie du 20 janvier. La fête de l'armée est à nos portes. L'exercice de simulation du défilé à l'occasion de la célébration bat son plein. Le ministre de la Sécurité représentant son collègue de la Défense présent sur les lieux s'assurait pendant près de 2 heures du dispositif mis en place pour le passage des différents corps militaires. Le général de division Mohamedine se dit particulièrement satisfait de ce qu'il a vu, nous rapporte Youssouf Diakité. C'est dans une atmosphère empreinte de détermination que s'est déroulé cet exercice de simulation des forces de défense et de sécurité. C'est dans la mouvance de la célébration du 20 janvier, fête nationale de l'armée. C'était en présence des autorités militaires, notamment le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, représentant celui de la Défense. C'est la dernière grande répétition avant le jour J, donc avant le mardi 20 janvier. Je viens d'assister à un défilé à hauteur de souhait, un défilé de femmes et d'hommes professionnels. Nous avions encore montré que nous sommes une grande armée, une armée qui monte en puissance. Et ce qui a été montré aujourd'hui est rassurant, très rassurant.
je peux déjà dire à nos populations, au chef suprême des armées, à toute la population malienne, que le mardi 20 janvier, nous allons réserver un grand défilé, un défilé digne des grands jours. Tout était bien fait aujourd'hui, comme on le dit dans notre jargon. L'alignement dans les colonnes, dans les lignes, ensuite le format des sections, les distances entre les différentes unités, tout était vraiment bien respecté. C'est dire que toutes les dispositions sont prises pour le bon déroulement du 20 janvier. On est toujours dans la mouvance d'améliorer les conditions de vie des FAMA. Et les cérémonies se passent très généralement au 34e régiment du génie. Et pendant les cérémonies, les pauses sanitaires sont vraiment difficiles. C'est la raison pour laquelle on a décidé de bâtir une surface de 120 mètres carrés avec un salon ministériel, un salon présidentiel même, avec ses toilettes, et 2 blocs de 5 toilettes pour les officiels. C'est la raison principale, c'est toujours améliorer les conditions de vie des soldats pendant nos cérémonies, pendant nos fêtes qui sont souvent très longues, pour qu'on puisse maintenir les bonnes conditions pour les hommes. C'est toujours dire à nos forces armées de sécurité de rester vigilantes. La fête, oui, mais nous devons rester vigilants partout où nous nous trouvons. Que nous soyons dans les villes, que nous soyons dans les postes de sécurité, les postes de contrôle, partout où un porteur d'uniforme se trouve, il doit rester vigilant. Parce qu'aujourd'hui, nos ennemis profitent souvent de nos grands jours pour essayer de nous asséner des coups. Donc nous ne devons pas baisser la garde. Je les invite à accroître la vigilance, à accroître le renseignement, à accroître les patrouilles sous toutes ses formes, que ce soit de jour comme de nuit, pour éviter toute surprise désagréable. L'occasion était bonne pour les élèves du Prytanée militaire de Kati de faire une démonstration sur la thématique « L'indivisibilité du pays, le vivre ensemble et la restauration d'une paix durable sur toute l'étendue du territoire national ». Et sur un tout autre plan, la promotion des langues africaines comme levier de la communication, les journées scientifiques s'y consacrent totalement lors de la 11e édition tenue à la faculté des lettres, des langues et des sciences du langage de Kabbalah. Le thème portait sur langue africaine et mutation sociale, dynamique de résilience, d'innovation et de justice sociale. Alou Abdoulaye Touri. Les langues jouent un rôle fondamental dans la vie des sociétés. Elles constituent à la fois un outil essentiel à la communication et à la transmission. À travers elles se construisent les relations sociales. Convaincue de l'importance des langues, la faculté des lettres a choisi comme thème de ces journées scientifiques langue africaine et mutation sociale, dynamique de résilience, d'innovation et de justice sociale. Le développement véritable d'une nation repose sur l'utilisation de ses propres langues pour assurer l'éducation de ses citoyens, conduire les affaires administratives et développer la culture. Une langue étrangère empruntée par une minorité limite la participation et l'appropriation par la population. Si les langues étrangères apparaissent essentielles dans la communication internationale, s'appuyer uniquement sur elles entrave sérieusement l'épanouissement scientifique, culturel et social, menaçant l'identité et l'autonomie d'un pays, comme on peut le constater dans les débats sur les langues africaines. Le Mali, terre de pluralité linguistique, a plus que jamais besoin de réflexions comme les vôtres. Les différents axes thématiques, qu'il s'agisse des politiques linguistiques dans l'espace AES, du rôle des langues minoritaires en temps de crise, de l'accès aux ressources didactiques, des enjeux de la nomination ou encore de l'impact du numérique et de l'intelligence artificielle, touchent au cœur des défis de notre société. Cette 11e édition des journées scientifiques de la faculté des lettres réunit des chercheurs, enseignants-chercheurs et des étudiants autour de la valorisation des langues africaines. Lancement de la deuxième phase du projet Africa Filière Orpaillage. Le projet sur ses activités prévues pour les 5 prochaines années invite les orpailleurs à s'impliquer pour l'éradication du travail des enfants dans les sites miniers. Fademba Keïta, compte rendu. Les activités de la deuxième phase du projet Axel Africa Filière Orpaillage, ainsi lancé pour 5 ans, doivent consolider le niveau de maturité acquis par la Confédération nationale des sociétés coopératives des orpailleurs du Mali lors de la première phase.
Les avancées ont abouti à un partenariat bilatéral avec l'OIT, Organisation internationale du travail. Cette fois-ci, le projet met un accent particulier sur l'amélioration des conditions de vie des adultes et à l'éradication du travail des enfants sur les sites d'orpaillage. Nous appelons ainsi les pouvoirs publics à continuer d'accompagner la formalisation du secteur et à créer un environnement favorable au travail décent. Les partenaires techniques et financiers à soutenir cette dynamique porteuse de résultats durables. Quant au secteur privé minier, à s'engager davantage dans des partenariats responsables et inclusifs. La forme coopérative peut être considérée comme un modèle d'organisation ayant le potentiel de regrouper les orpailleurs. En effet, cette forme de regroupement présente certains avantages, entre autres, une forme d'entreprise simple à mettre en place, une possibilité d'accès au financement à travers des projets et plans d'affaires viables. Œuvrer pour le renforcement d'un esprit de dialogue, de transparence entre la Confédération et les orpailleurs et faire en sorte que les enfants ne soient pas privés de protection et d'éducation restent les missions essentielles à exécuter dans la deuxième phase du projet Axel Africa. Nous insistons pour dire que l'orpaillage est autorisé par les textes du Mali. Ce qui n'est pas autorisé, c'est l'exploitation illégale de l'or, c'est l'exploitation par des moyens qui ne sont pas déterminés dans le code minier. En vue de donner un coup de pouce aux orpailleurs, le Bureau international du travail remet à la Confédération des équipements de protection individuelle, des ordinateurs, des imprimantes, des casques, des ventilateurs rechargeables et bien d'autres. Cette session de sensibilisation d'information à l'intention des acteurs de la société civile afin de favoriser une meilleure appropriation de la digitalisation des actes et procédures des collectivités territoriales. Une démarche en droite ligne de l'objectif affiché par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, celui de lutter contre la corruption et rapprocher les services publics des citoyens. Maïmouna Guindo, Alkaou Traoré, reportage. Le numérique s'impose désormais comme une réponse concrète aux failles de l'administration publique. Lenteur, corruption, manque de traçabilité, inaccessibilité dans certaines zones. Consciente de ces enjeux et conformément à la décision du gouvernement de moderniser les services publics, la Direction générale des collectivités territoriales organise un cadre d'échange avec les acteurs locaux. L'objectif, sensibiliser sur l'importance de la digitalisation, gage de transparence, d'efficacité et de proximité avec les citoyens. La Direction générale des collectivités territoriales du ministère de l'Environnement et de la décentralisation a estimé qu'il était pertinent de créer les conditions pour une meilleure appropriation de cette problématique par les populations. Et de manière précise avec les représentants des populations qui sont les organisations de la société civile, les femmes, les jeunes, la société civile, les personnes vivant avec les handicaps, qui doivent assurer les relais pour sensibiliser davantage, informer davantage sur les enjeux, la pertinence et l'utilité de la digitalisation. La séance a également rappelé que la digitalisation permet de rendre accessibles différents services de l'État, allant de l'état civil à la santé, en passant par l'éducation et les finances publiques. Elle permet de réduire les déplacements, de raccourcir les délais et de garantir que les paiements effectués arrivent bien au trésor public. Vous faites une demande, si la demande dans un délai n'est pas satisfaite, vous savez à qui vous pouvez vous plaindre pour dire bon, j'ai fait telle demande, dans un tel délai, je n'ai pas encore reçu de réponse. C'est une très bonne opportunité, c'est une chance que nous devons saisir aujourd'hui, de nous inscrire dans cette dynamique-là, de créer pour améliorer les services publics de l'État aux populations. Après Bamako, des séances similaires sont prévues à l'endroit des élus locaux, notamment les maires, conseillers communaux, chefs de service et autorités traditionnelles, afin de garantir une compréhension commune et une mise en œuvre efficace de cette politique nationale. Et je vous propose de voir tout en images l'arrivée du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, en début de soirée à Bamako, en provenance de Conakry. Dans la capitale guinéenne, le chef de l'État prépare la cérémonie d'investiture du président de la République de Guinée, Mamadi Doumbouya, investi pour un mandat de 7 ans. Voilà, l'arrivée donc du président de la transition à l'aéroport international, président Modibo Keïta, c'est nous.
Le président de la transition qui a été donc accueilli à son arrivée par le Premier ministre, des membres du gouvernement et plusieurs hautes personnalités. Je vous rappelle que le chef de l'État a assisté ce matin aux côtés de certains de ses pairs à la cérémonie d'investiture du président de la République sœur de Guinée. Voilà, le président qui a donc gagné Bamako en début de soirée en provenance de Conakry où il prenait part à la cérémonie d'investiture du président de la République de Guinée, Mamadi Doumbia. L'arrivée du président à l'aéroport international président Modibo Keïta. La 13e Légion reçoit 8 citernes de 50 000 litres d'essence et de gasoil. Le convoi escorté par les forces de défense et de sécurité de Djouila a été réceptionné par les autorités. Moustapha Doumbia, Alassane Sangaré pour le compte-rendu. L'arrivée de ces citernes de carburant vient pallier les manques d'essence et de gasoil dans la région de Djouila où les stations-service étaient à l'arrêt depuis quelques mois. Une quantité importante de carburant destinée à la population et à la CMDT, compagnie malienne pour le développement des textiles. 8 citernes, dont 3 pour la CMDT de Fana, 2 pour la CMDT de Djouila et 3 pour Soutraka. Essence 2 et gasoil 1. Maintenant, concernant la vente et la distribution, le temps après la distribution pour ça, la vente n'est servie que de la station. Aucune utilisation du bidon, ni de barils sans autorisation de la direction du commerce et de la concurrence. Ce sont les dispositions qui sont prises pour que toute la population puisse en bénéficier librement. Nous avions priorisé les forces de sécurité, les hôpitaux et les services techniques. Tous ceux qui vont se retrouver avec des citations illicites à la matière vont répondre à la justice. La disponibilité du carburant dans la région de Djouila est le fruit des efforts déployés par les autorités régionales et nationales. Un engagement reconnu et salué par la population. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Nous remercions les plus hautes autorités, à commencer par le gouverneur de la région et les départements concernés et les forces de défense et de sécurité. Je voudrais tout d'abord remercier au nom du gouverneur de la région de Djouila et de l'ensemble de la population, nos plus hautes autorités de la transition pour les efforts déployés dans un contexte particulièrement difficile pour la satisfaction des besoins essentiels de la population. L'exécutif régional a aussi salué l'engagement des transporteurs et des forces de défense et de sécurité. À Kati et à Douanzan, journée d'appropriation de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. Objectif, mieux expliquer le contenu du document à la population afin de restaurer la paix, renforcer la sécurité, raffermir la cohésion sociale et consolider le vivre ensemble. Plus de détails avec Aruna Kia Dambélé depuis Kati et Sidiki Diara depuis Douanzan. La journée du 14 janvier a été proclamée journée nationale de la souveraineté retrouvée par les plus hautes autorités du pays. Cette date commémore la grande mobilisation populaire du 14 janvier 2022, organisée pour dénoncer les sanctions jugées inégales et inhumaines imposées par la CEDEAO. À cette occasion, la population de Douaza s'est fortement mobilisée pour célébrer cette journée dans une atmosphère de joie et d'unité. Nous rendons hommage aux femmes et aux hommes qui ont œuvré parfois au prix de leur vie, pour que notre nation puisse affirmer sa souveraineté et tracer librement son destin. Leur courage demeure une source d'inspiration pour les générations présentes et futures. Elle a également été une occasion pour le gouverneur de prodiguer des conseils particuliers à la jeunesse. Cette journée vive à nourrir dans l'esprit et le comportement des citoyens le respect du drapeau national, l'amour de la patrie, la sauvegarde de la défense de la souveraineté, la résistance, le sursaut national, la résilience, le civisme et le patriotisme, tout en respectant les principes directeurs énoncés par l'article 34 de notre Constitution, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix patriotiques et des partenariats opérés par le Mali et la défense des intérêts vitaux du peuple malien
dans toutes les décisions prises. La journée a été marquée par un climat de convivialité, d'unité, de paix dans la région. Cette journée d'appropriation de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale vise à imprégner les populations de Kati du contenu de la Charte et à en faire un pilier durable de la paix. C'est un document de référence pour toute initiative, toute action ou toute activité qui concourt à la paix, à la sécurité, à la cohésion sociale et le vivre ensemble. Vous avez constaté que les anciens combattants, à travers la section de Kati, se sont engagés à respecter et à faire respecter la Charte pour la paix et la réconciliation nationale et de ne jamais prendre les armes contre la République telle que prévue dans les formules d'engagement qui se trouvent dans la Charte pour la paix et la réconciliation nationale. Le mouvement Trade d'Union assiste l'Alliance malitanienne afin de donner un élan à cette campagne de sensibilisation. Pour que tous les Maliens, où qu'ils se trouvent, soient ambassadeurs du président de la transition pour sensibiliser sur les voies et moyens de la réconciliation contenus dans le document. Élaborée dans un esprit de concertation et d'inclusivité, cette charte couvre les dimensions essentielles du développement économique, social, culturel et institutionnel du pays. Elle comporte 16 titres et 106 articles. Nous, les anciens aujourd'hui, nous trouvons que ce n'est que le reflet du passé qui se cultive présentement. Et ça, on n'oublierait jamais. Les autorités traditionnelles, ils auront leur rôle à jouer. Et si tout se passe ainsi, depuis au niveau du village, chacun joue sa partition. Je pense que les situations les plus catastrophiques seront évitées. La Charte pour la paix et la réconciliation nationale est le fruit d'un dialogue national inclusif, souverain et exempt de toute ingérence extérieure. Aussi, elle permettra de jeter les bases d'un Mali apaisé et tourné vers l'avenir. Un mot des travaux de la 8e réunion ordinaire du cadre de consultation des chefs de mission diplomatique des pays de la Confédération AES à Abuja. L'ambassadeur Cheikh Oumar Coulibaly du Mali passe le témoin de la présidence à Désiré Sawadogo, le chargé d'affaires de l'ambassade du Burkina, et c'est là conformément aux décisions issues des travaux de la deuxième session du Collège des chefs d'État de la Confédération AES tenu à Bamako le 23 décembre 2025. Désiré Sawadogo est interrogé par Amadou Sankari par rapport à ses ambitions à la tête du cadre de consultation. On l'écoute. Le Burkina assure la présidence de l'AES, la conférence de l'AES. C'est à ce titre qu'au niveau des missions diplomatiques accréditées à Abuja et qui sont issues des pays membres de l'AES, il a été recommandé depuis un certain temps qu'il y ait un cadre de concertation. Avec le Burkina qui assure la présidence, il est tout à fait normal que l'ambassade du Burkina Faso à Abuja assume cette responsabilité de présidence du cadre de concertation des missions diplomatiques accréditées à Abuja. Tout en remerciant l'ambassadeur Coulibaly pour son immense contribution à l'atteinte des résultats, nous estimons que nous allons ajouter notre part. Nous allons contribuer activement à la bonne marche du cadre, ce que les missions assignées par nos plus hautes autorités soient atteintes dans l'exécution des tâches au quotidien. Un message à lancer, c'est de rester unis et solidaires, de travailler de façon collégiale, comme on l'a fait sous la présidence d'Excellence Coulibaly. Au Niger, le Premier ministre Ali Mahaman Lamine Zein a reçu la délégation de la Commission nationale de la Confédération des États du Sahel de Burkina Faso en séjour à Niamey depuis le jeudi 15 janvier 2026. La délégation a abordé avec le Premier ministre les questions de matérialisation de l'esprit de la Confédération, le compte-rendu de Nadia Mahaman et Mahamadou Adamou. Au cours de cette rencontre entre le Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances, Ali Mahaman Lamine Zein, et la délégation de la Commission nationale de la Confédération des États du Sahel du Burkina,
conduite par son président Bassolma Bazié, il était question de rendre compte des chantiers auxquels le mandat burkinabé de la présidence de la Confédération compte s'attaquer pour que la sécurité, la solidarité, la cohésion et l'unité règnent au sein de l'espace confédéral. La mise en œuvre de la feuille de route, c'est l'aborder de sorte que les populations puissent se sentir conformément à la devise qui dit un espace, un peuple, un destin. Ça veut dire qu'il y a des chantiers qu'on va aborder très rapidement. Premièrement, les questions de tracasserie au niveau des frontières. Il faut que ça s'arrête. On ne peut pas avoir des comportements qui sont différentiels de la devise qui a été dégagée. On ne peut pas quitter le pays frère Niger, on va aller au Burkina, il y a des tracasseries. Ou bien quitter le Burkina, on va au Mali, il y a des tracasseries et vice-versa. Ce n'est pas normal. Le deuxième niveau, c'est la question des déplacements des responsables dans l'espace. Il y a des questions sécuritaires, on ne va pas continuer de laisser apprendre tout type d'appareil de vol, on ne sait pas ce qui peut se passer. Ou même quitter Niamey, vous voulez aller à Bamako, il faut passer toute la journée à courir. Nous avons les capacités nécessaires de mettre en commun nos efforts pour faire une compagnie aérienne au niveau de l'AES. Et le troisième exemple, et le dernier que je prends, c'est la question par exemple de l'eau. On a la possibilité de faire des forages dans l'espace aérien pour permettre aux populations d'avoir de l'eau potable, comme également l'autosuffisance alimentaire. Il y a des hectares qu'on peut en tout cas aménager au niveau confédéral pour faire la production agricole afin que les populations puissent être sécurisées au plan alimentaire. Donc ce sont ces impacts sur le terrain qui permettront véritablement au peuple de savoir qu'ils sont sur un même espace. Il y aura des grincements dedans, mais il va falloir avancer coûte que coûte parce qu'on ne construit pas pour nous-mêmes, nous construisons pour les générations futures, nous construisons pour l'histoire et donc il faut tout simplement s'assumer. Et cette sortie de terrain au Burkina Faso, et nous allons sur les pas d'une délégation gouvernementale à Ouagadougou, conduite par le ministre de la Construction de la Patrie. Elle s'imprègne de l'avancement des travaux de construction du pont de Ouagadougou, un financement fonds spécial routier pour un coût total de plus de 3 milliards de francs CFA. Nojeba Kouda et Moussaki pour le reportage. Pont de Ouagadougou sur la route nationale numéro 1, Ouagadougou-Bobo-Dioulasso, en août 2024. Nous sommes à 210 km de la capitale burkinabé. Un véritable calvaire pour les usagers de cette importante route qui relie la capitale politique à celle économique du pays. Des images qui contrastent aujourd'hui avec la réalité du terrain. Le pont de Ouagadougou est en plein chantier depuis février 2025. Un chantier choisi pour la première sortie du tout nouveau ministre de la Construction de la Patrie, accompagné du secrétaire général du gouvernement et du conseil des ministres. Nous sommes là pour constater l'état d'avancement des travaux. L'ouvrage qui est ici, que nous venons de visiter, donc c'est un pont à poutres d'une portée de 72 mètres avec 3 travées et d'une hauteur de 11 mètres et quelques. Donc l'état d'avancement que nous avons constaté est satisfaisant. Nous avons un délai consommé de 65% avec un taux d'exécution aussi d'environ 66%. Et donc nous, ce qui nous importe, c'est carrément le respect des délais. Et je pense que dans la présentation qui nous a été faite, ces délais seront respectés. La réalisation du nouvel ouvrage sur le pont de Ouagadougou coûte plus de 3 milliards de francs CFA, mobilisés par le Fonds spécial routier. Les travaux sont confiés à l'entreprise PFO Africa du Burkina Faso. Un nouveau pont avec 4 km de voies d'accès parallèle à l'ancien. L'objectif est de résoudre définitivement le problème de submersion du pont existant. L'entreprise déploie des machines et 150 ouvriers techniciens avec. Le bureau de contrôle, quant à lui, est aussi à la tâche. Le gros travail au niveau de ce pont de Ouagadougou est actuellement la pose des poutres qui se passe devant les membres du gouvernement. Actuellement, le pont qui constitue l'ouvrage principal du projet, nous sommes à un peu plus de 80%. Voilà. Donc il reste, comme on a dit, à terminer la pose des poutres sur la dernière travée, au plus tard mardi, et nous allons attaquer le ferraillage et la pose des prédales. Notre objectif de la mission de contrôle CAEM, c'est d'abord assurer la qualité et la rapidité. C'est-à-dire la qualité des travaux, nous garantissons que la qualité y est.
on a des résultats vraiment supérieurs à ce qu'on on espérait. Et en plus aussi de cela, et au côté avancement, on a fait une stratégie avec l'entreprise et l'administration en coordination pour ne pas avoir de blocage des travaux. On travaille à des heures vraiment qui dépassent par exemple à 3 heures du matin, 4 heures. Donc il n'y avait pas de stop. Avril 2026 est la date butoir pour permettre aux Burkinabés de traverser sans souci ce pont de Eredougou, avec également 3 ouvrages de décharge d'eau de pluie. Pour l'heure, la vigilance est de mise pour une bonne finition du chantier, martèle le ministre Mikailou Sidibé. Une délégation gouvernementale qui félicite et encourage aussi les techniciens pour le travail patriotique abattu. La chaîne 2 s'éclate. Deuxième édition, c'était en commune 1 du district de Bamako. Sur une initiative du club des amis de la chaîne 2, la radio de proximité accueille le nouvel 1 avec ses auditeurs à travers les communes du district. Occasion de dévoiler ses perspectives et d'être en communion avec le public à travers ses émissions phares, animées hors studio par ses animateurs vedettes. Oumarou Togo, le maire de la commune, a présidé la cérémonie. Le compte-rendu de Aliou Abdoulaye Touré. La chaîne 2, 24 heures sur 24, la 95.2, à votre service. La force d'une radio réside avant tout dans ses auditeurs. C'est dans la dynamique des proximités avec ses auditeurs que la chaîne 2 de la radio nationale a effectué un déplacement en commune 1 du district de Bamako. La chaîne 2 répond encore une fois à sa mission de service public, à sa mission d'être encore plus près de ses auditeurs. Aujourd'hui, nous sommes à Djelibougou, en commune 1 du district de Bamako, suite à une demande du club des amis de la chaîne 2 qui organise chaque année une rencontre pour que les adhérents ainsi que les populations viennent fêter le nouvel an avec leur radio qu'ils ont choisi, leur radio préférée. Expliquer les émissions de la chaîne 2, en même temps faire sortir les animateurs de la chaîne 2 pour que les auditeurs puissent mettre un visage sur les voix qu'ils ont l'habitude d'entendre. Le maire de la commune a exprimé sa satisfaction et sa fierté d'accueillir la chaîne 2 dans sa collectivité avant d'apprécier l'initiative qui contribue à rapprocher le média public des populations de base. Nous sommes aujourd'hui très honorés et très satisfaits pour que la chaîne 2 ait cette politique d'approche de descendre à nos cheveux en commune 1 en vue de demander notre préoccupation, en vue de nous accompagner dans notre politique de développement culturel et social. Le maire a décidé que cette année, la chaîne 2 s'éclate chez vous avec ses amis, se passe en commune 1. Et ça a été adopté, donc on a fait les démarches. L'organisation, vous voyez, ça a été parfaite. Donc on est très content d'avoir la chaîne 2 chez nous. Au-delà du rapprochement avec les auditeurs, ce déplacement de la chaîne 2 a favorisé la découverte des talents locaux. À travers cette démarche de proximité, la chaîne 2 réaffirme ainsi sa volonté de rester à l'écoute de ses auditeurs. Et Kodji Sibi, qui vient de me rejoindre sur ce plateau, va nous amener en commune 2. Kodji Sibi, bonsoir. Bonsoir Nianali, bonsoir à tous. Donc, le conseil des jeunes de la commune a accueilli hier la rubrique Bouge avec ton ministre, une initiative donc du ministère de la Jeunesse et des Sports, chargée de l'instruction civique et de la construction citoyenne. C'était sur le terrain Zanzou de l'hippodrome Kodji Sibi. Oui, Nianali, pendant plus de 2 heures, les jeunes de la commune et leurs invités du département des sports ont joué au football, au basketball. Ils ont terminé par le fitness, tout cela dans une ambiance conviviale et sous le regard de notre reporter Mohamed Namakeita. Pour la première fois, l'initiative Fitness Bouge avec ton ministère se déplace et ce sont les jeunes de la commune 2 qui ont eu l'idée d'inviter les sportifs du ministre Abdul Kassim Ibrahim Fomba pour brûler des calories. Et en l'absence du ministre en charge des sports, c'est le chef de cabinet Moussa Bambara et les patrons de la Direction nationale des sports et de l'éducation physique qui relèveront le défi face aux jeunes de la commune 2.
Je pense que cette initiative du ministère de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne de faire du sport une activité populaire et juvénile. C'est une activité de cohésion entre la jeunesse, aussi des réseautages qui concourent à maintenir la santé au niveau de la jeunesse. Et la jeunesse, la commune 2, a trouvé l'initiative très bonne et s'en est appropriée. Sur le terrain, ce sont les basketteurs qui donnent le ton. En la matière, le département des sports ne manque pas de talent. L'objectif qui nous a motivés aujourd'hui, ça c'est que la jeunesse puisse avoir de la forme pour se préparer vraiment à contribuer à la construction de ces pays. C'est pour cela qu'on a invité l'ensemble de la jeunesse, des associations et mouvements des jeunes de la commune 2 pour inviter le ministre à faire une série de fitness. Il y a eu du football, mais surtout les jeunes de la commune 2 et leurs invités ont terminé la soirée de sport par une grande séance de fitness. Rappelons que Fitness bouge avec ton ministère et reprend ses droits tous les mercredis et vendredis à la maison des jeunes. Voilà, le sport de masse mensuel du même département. C'était ce matin au Parc National. Nous y reviendrons dans nos émissions futures. Kodji Sibi, il faut que bouge avec ton ministère, avec ton ministre, viens passer un moment ici à l'ERTM quand même. Oh oui, ce sera prévu. Voilà, merci Kodji Sibi. Nous allons continuer avec la CAN Maroc 2025 en attendant la grande finale prévue demain. À partir de 19h, le Nigeria a remporté cet après-midi la 3e place. Voilà, oui. À l'équipe du Nigeria qui enlève donc la médaille de bronze, comme vous le disiez. Donc la grande finale est prévue ce dimanche à partir de 19h entre le Maroc. C'est la bataille entre deux lions, ceux de l'Atlas du Maroc et ceux de la Teranga du Sénégal. À suivre. À suivre sur ORTM 1, voilà, demain à partir de 19h. Et vous serez avec des invités sur le plateau? Tout à fait. Ce sera animé par Fotiki Tunkara et Suleiman Bobo Tunkara et Panyeri Diarra seront là pour l'accompagner. Et avant de nous séparer, une nouvelle qui n'est pas bonne, on va donc informer nos téléspectateurs que les obsèques de notre regretté consultant Mohamed Soumaré sont prévues ce dimanche à 16h à Faladje. Voilà, l'arrivée du corps est prévue à 1h du matin. Encore une fois, à Aliou, nous présentons toutes nos condoléances à la famille Soumaré. La famille Soumaré, aux proches de Mohamed Soumaré, que son âme repose en paix, Kodji Sibi. Amen. Merci beaucoup, Kodji. C'est tout? C'est tout. On se retrouve donc demain. Demain, à la même heure. Pour d'autres nouvelles sportives. À rappeler rapidement à nos téléspectateurs que le président de la transition prépare aujourd'hui à la cérémonie d'investiture du président Mamadi Doumbia, qui a réuni auprès du peuple de Guinée de nombreuses délégations étrangères. 7 chefs d'État africains étaient au rendez-vous. Parmi eux, donc, notre président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, le président de la République de Guinée, qui a prêté serment devant la Cour suprême pour un mandat de 7 ans, appelle ses compatriotes à l'union et s'engage à relever les défis du moment. Nos envoyés spéciaux nous proposent leur reportage dans nos éditions de demain et le président de la transition a donc regagné Bamako dans la soirée. Merci pour votre fidélité à l'ERTM. Dans les programmes, ne ratez pas 100% Jeunes. Manken et ses invités vous attendent en toute convivialité et pour émerveiller votre samedi soir. Et ça sera ce soir avec Rokia Bagayugo et beaucoup de surprises. Vous voyez déjà les préparatifs. C'est 100% Jeunes en direct sur ORTM 1. Et moi, je vous dis bonsoir. À demain.